Un film ou une série absurde est souvent drôle. Parfois gênant. Mais toujours surprenant. Ça va les dévier de plusieurs milles. Impossible, ils volent aux instruments. On a tendance à quasiment systématiquement associer l'absurde à l'humour. Or, il existe certaines œuvres où l'absurde est mis au service d'autre chose. Dans ces cas-là, il existe souvent un temps. Un instant suspendu au cœur de l'intrigue où tout bascule. Et où l'impossible devient la norme. L'absurde dont on se moquait plus tôt devient alors un motif d'enthousiasme et d'excitation. Aujourd'hui, on va parler de ces œuvres où l'absurde devient épique. Et si je vous disais qu'un coiffeur amnésique ami avec un poulet peut être ultra badass? Vous me croyez pas? Ok, on va parler de Scissor 7. La saison 3 de cet animé vient de sortir sur Netflix, et c'est cette série qui m'a inspiré cette vidéo. Pour en faire un résumé un peu plus détaillé, on y suit Seth, un coiffeur amnésique travaillant sur l'île du poulet, dont le meilleur pote est un poulet, et qui décide de devenir assassin pour gagner plus d'argent. Il espère se payer un traitement afin de retrouver la mémoire. La saison 1 débute avec une série d'épisodes très courts, très absurdes, à but clairement humoristique. Mais petit à petit, un fil rouge se dessine. De puissants ennemis apparaissent, le passé sombre de Seth ainsi que ses pouvoirs se dévoilent. Ce qu'on regardait l'instant d'avant pour rire et se détendre devient l'instant d'après une fresque épique et drôle qui nous tient en haleine. Bon, j'exagère un peu, mais vous comprenez l'idée. Cette transition est également possible grâce à l'évolution de l'animation. Elle sait se faire minimaliste lorsqu'elle désire faire rire, et bien plus détaillée lorsqu'elle veut provoquer des frissons chez le spectateur. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé Scissor 7 et je vous recommande vraiment d'y jeter un œil. Ah, et dernière chose, regardez-la en chinois. En chinois, c'est génial. Avis rapide sur la saison 3. Elle est très cool, dans la lignée des deux précédentes, mais elle m'a laissé un petit goût d'inachevé. La saison compte 10 épisodes, les 4 premiers sont quasiment intégralement des fillers, et maintenant qu'ils m'ont chopé avec leur histoire complètement barrée, j'aurais bien aimé voir l'intrigue principale plus développée. Bon, après, il y a une dizaine de saisons prévues, donc ça va, on a le temps de voir venir. En tout cas, voir cette série m'a fait remarquer que j'aimais beaucoup ce genre de programme où notre regard change au fil du visionnage, où l'absurde se transforme en épique. J'adore ce moment où tu te dis « Ok, c'est bon, tu m'as eu avec tes conneries, donne-moi en plus ». J'ai réfléchi un peu, et je me suis rendu compte que ce mécanisme, je l'avais déjà observé dans d'autres œuvres. Du coup, dans cette vidéo, et à travers pas mal d'exemples, on va essayer de décortiquer pourquoi cette façon de raconter une histoire, cette façon de dévoiler un univers et ses personnages, marche aussi bien. L'absurde est une arme à double tranchant. Bien maîtrisée, elle peut être redoutable, mal maniée, elle peut vite perdre le spectateur dans une surenchère indigeste. Je pense qu'un point crucial pour encadrer cet outil, qui peut d'ailleurs être narratif ou visuel, est d'avoir un univers dans lequel il prend sens, ou au moins un concept fort qu'il porte. Dans l'univers de l'œuvre, dans l'espace diégétique, si on veut être précis, ce qui est absurde est une réalité quotidienne pour les personnages. C'est d'ailleurs souvent ce décalage qui nous fait rire. Dans la famille de Rick et Morty par exemple, personne n'est vraiment surpris des prouesses technologiques pourtant invraisemblables qui est capable de produire Rick. Un pickle Rick! En fait, le rire augmente la suspension d'incrédulité qu'on accorde à l'œuvre. La suspension d'incrédulité, c'est la capacité qu'on a en tant que spectateur à accepter des choses qui sont impossibles dans la réalité, tant que l'œuvre reste cohérente avec les règles qu'elle a instaurées bien sûr. C'est d'ailleurs grâce à cette suspension d'incrédulité, plus importante que pour d'autres histoires, que le basculement vers l'épique est si puissant. Mais on y reviendra. Dans l'univers de Rick et Morty, on voit donc qu'il s'agit d'un univers cohérent, mais où tout est pourtant possible. D'autres œuvres, au contraire, vont choisir d'ancrer leur récit dans un monde bien plus réaliste et de faire graviter l'absurde autour d'un concept précis, souvent au cœur de l'histoire. Quand on regarde Wanted, la seule chose qu'on retient, c'est qu'il existe une société secrète dont les agents sont capables de donner de l'effet à leurs balles. C'est complètement débile, mais ça marque.
Un autre domaine qui se repose beaucoup sur des concepts, ce sont les mangas et les animés. Par exemple, Food Wars ou encore Kuroko's Basket, bon, c'est un animé de sport parmi tant d'autres que j'aurais pu citer, repose sur une discipline où les protagonistes sont démesurément forts et font même des choses qui n'ont rien à voir avec la discipline en question telle qu'elle est pratiquée en réalité. Ici, une pratique ou un sport du quotidien est transformé pour devenir absurdément épique. Pour en finir avec cette idée de concept, il fallait que je glisse un mot pour un manga / animé qui repose littéralement sur une seule idée absurde, celle d'un gars qui s'emmerde parce qu'il bat tous ses ennemis en un coup. Je parle bien sûr de One Punch Man. Bon, je vais pas m'étendre dessus parce que vous l'avez sûrement soit déjà vu, soit beaucoup entendu parler. Et je voulais le mentionner car One Punch Man réussit quand même l'exploit de faire presque exactement l'opposé du thème de cette vidéo, soit rendre l'épique absurde. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Un autre élément qui contribue à faire aussi bien marcher ce sous-genre de l'absurde, comment on pourrait l'appeler d'ailleurs? L'absurde épique? L'épissurde? L'abspeak? Je disais donc, ce qui fait aussi bien marcher l'abspeak, ce sont ces personnages. Sans des personnages qui sortent du commun, difficile de faire croire à leur univers loufoque. À propos des protagonistes, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Déjà, on observe souvent des identités très marquées et qui perdurent dans le temps. Je m'explique. Chaque personnage est unique et se définit souvent par un trait de caractère bien précis. Kaamelott est un bon exemple, je trouve. Arthur mis à part, tous les personnages peuvent sembler complètement idiots, alors qu'ils ont chacun des particularités. Caradoc ne vit que pour la nourriture. Le gras, c'est la vie. Perceval a ses jeux que lui seul comprend. C'est facile, on peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32, ou une quadruplée qu'on appelle, c'est une lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe et dit passe gros lot. Soit il parie, qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelottine. Léo Dagan mange et respire pour la guerre. Tout cramer, reprendre à zéro. Si j'étais roi, c'est ce que je ferais avec la Bretagne. Alors, je vais pas tous les faire vu le million de personnages qu'Astier a créés, mais vous voyez où je veux en venir. Quand je dis qu'il perdure dans le temps, j'entends qu'il y a une forme de constance dans ce qu'il est défini. Lorsque plus rien n'a de sens, le spectateur a besoin de repères clairs où s'accrocher. Les personnages connaissent des évolutions bien sûr, mais ce qui les définit au plus profond d'eux-mêmes ne change pratiquement jamais. Une autre raison à la constance de la personnalité des personnages dans l'abspeak est de ne pas trop perturber le spectateur lorsque les enjeux s'intensifient. Ok, les objectifs des personnages ne sont plus les mêmes, mais pour que l'absurde continue de fonctionner, il faut que la folie intrinsèque des personnages demeure un minimum. La dernière chose à propos des personnages est qu'on a souvent un grand écart au niveau de leur intelligence, ce qui est très visible dans Kaamelott. Soit ils sont complètement stupides, ce qui est finalement assez logique compte tenu de l'absurdité du monde dans lequel ils vivent, soit ils sont extrêmement brillants, jusqu'à un point presque méta parfois, où ils ont conscience d'être dans une fiction. C'est bien sûr le cas de Rick, qui atteint un tel niveau de cynisme que l'absurdité de ce qu'il y a autour de lui le choque même plus. Mais c'est aussi le cas par exemple d'Abed dans Community. Qui est une très très bonne série, soit dit en passant. On a parlé de l'univers et des personnages, mais qu'en est-il de la narration? Comment une histoire peut-elle passer d'un absurde comique à un épique grandiose? Surtout avec des univers si marqués et des personnages si particuliers. Et surtout, pourquoi on adore ça? Pour le comment, il y a deux manières de faire à mon sens. La manière forte et la manière douce. Dans la manière forte, il faut un twist. Une scène marquante qui percute l'esprit et l'œil du spectateur. Dans les extraits de Shaolin Soccer que j'ai montré en introduction, ce moment se produit lors du match où ils se mettent tous à méditer. Notre regard sur eux change soudainement, nous ne sommes plus face à une bande de losers, mais bien face à des moines Shaolin capables des plus grands exploits. Même si ceux-là se produiront dans des matchs de foot. Il faut bien que ça reste de l'absurde. Un autre exemple, dans Kick-Ass, le twist survient par l'apparition à l'image d'une violence extrêmement graphique. Une adolescente en costume de super-héros se met à trucider des gens. Ça n'a aucun sens, mais à ce moment-là, on comprend que le film a basculé. Il reste toujours complètement débile, mais maintenant, les personnages risquent leur vie. Dans la manière douce, que l'on retrouve plutôt dans les séries, le changement se fait graduellement. Un premier épisode va suggérer une menace plus grande, 2 épisodes plus loin on fait référence à un élément du début de l'histoire que l'on pensait insignifiant, et qui a finalement de grosses conséquences. Le format des épisodes eux-mêmes
peuvent changer. Ils auront tendance à se rallonger avec l'aggravation des enjeux. J'aime beaucoup cette façon de subtilement changer l'ambiance d'une histoire pour que le spectateur se rende soudainement compte que ce qu'il est en train de regarder n'a plus rien à voir avec le début et qu'il s'est complètement fait avoir. Ce changement progressif, vous pouvez le retrouver dans Scissor 7 bien sûr, mais aussi dans 2 productions françaises dont il fallait que je parle dans une vidéo sur l'Apspeak. La première série, les vrais auront déjà reconnu la musique, est Le Visiteur du Futur. Réalisé par François Descraques, c'est un véritable bijou de web-série. C'est vraiment la crème de ce qu'on pouvait trouver au commencement de YouTube. Et au début, on regarde le sourire aux lèvres en se disant que c'est juste un gros délire de potes, mais petit à petit, il y a une histoire complètement folle qui se met en place. Si vous avez jamais vu Le Visiteur du Futur, foncez voir ça, c'est pépite. Et en plus, le film sort bientôt. La seconde série, c'est de l'animation et elle s'appelle Wakfu. Ceux qui ont déjà joué à Dofus la connaissent sûrement bien, puisque ça se passe 1000 ans après le jeu. On y suit les aventures de Hugo, un jeune héliatrope qui part à la recherche de ses origines avec ses amis. Avec cette série, on est sur un grand écart assez incroyable en termes d'enjeux et d'affrontements entre le premier épisode de la saison 1 et le dernier de la saison 3. Ceux qui ont joué au jeu verront bien pourquoi je classe Wakfu dans l'Apspeak, c'est un peu la signature du jeu, et pour les autres, allez vraiment voir cette série, vous le regretterez pas. Petit disclaimer, on pourrait croire que j'érige l'Apspeak comme un genre génial quoi qu'il arrive, mais en fait j'ai illustré cette vidéo avec des programmes que j'apprécie et ceux que je trouvais les plus pertinents. Comme je disais au début, l'absurde est une arme à double tranchant et le basculement vers l'épique peut être très périlleux. L'équilibre entre humour et drame peut vraiment être précaire car ce sont 2 thèmes presque opposés. Et il peut être tentant de régulièrement désamorcer les situations dramatiques par de l'humour. C'est d'ailleurs l'une des critiques régulières que l'on fait aux films du MCU. Ça me fait d'ailleurs penser, on pourrait presque faire rentrer les films Marvel dans l'Apspeak. Alors, pas forcément les comics, mais en termes de progression du ton et d'intensification des enjeux, avec souvent ce dernier acte complètement démesuré, ça fonctionne plutôt bien pour les films. Bon, on arrive enfin au dernier point que je vais pas excessivement détailler, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans les points précédents, soit la réalisation et l'animation. Alors bien sûr, elle est propre à chaque œuvre, mais l'Apspeak repose quand même sur une forme de dualité qui nécessite, je pense, une mise en image un peu particulière. Souvent, la mise en scène change avec le ton. C'est d'ailleurs pour ça que Scissor 7 a une animation bien plus impressionnante lors des combats que lors des scènes humoristiques. Inversement, certaines œuvres choisissent de brouiller les codes d'un genre avec l'autre pour renforcer le décalage. C'est ce qu'on retrouve dans les animés avec une animation démesurée pour une action banale, ou dans un autre film dont j'ai pas parlé jusqu'à présent, The Big Lebowski. Regardez cette présentation du personnage de Jésus, les frères Cohen utilisent des codes de l'épique. On voit des inserts, des gros plans, des travelling révélateurs, pour faire paraître un personnage ridicule, impressionnant. On se rend très vite compte que le personnage est détestable, mais le décalage fait rire. Voilà, c'était un petit exemple pour illustrer comment la réalisation peut orienter le regard du spectateur et changer sa perception. C'est quelque chose qui en fait est valable pour tous les programmes que j'ai cités, mais énumérer toutes leurs particularités aurait été un peu long. On arrive au bout de cette vidéo sur l'Apspeak, donc l'absurde qui devient épique, ce sous-genre que j'avais remarqué dans pas mal d'œuvres que j'appréciais. Je pense qu'on a passé en revue beaucoup de choses, on pourrait encore en dire beaucoup, mais la vidéo est déjà suffisamment longue. En tout cas, je me suis vraiment fait plaisir à décortiquer les différents éléments et mécaniques qu'on peut y retrouver. J'espère que ça vous a plu également. Si vous avez d'autres exemples qui rentrent dans l'Apspeak, j'en ai sûrement oublié beaucoup, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et aussi à me donner votre avis sur cette vidéo. Après, le pouce bleu, l'abonnement, les réseaux sociaux, vous connaissez. Je dois avouer que je me sens de plus en plus à l'aise avec ce format de vidéo et je pense que je vais assez vite m'attaquer à la suivante, donc je vous dis à la prochaine.